Ne manquez aucune nouvelle vidéo. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous serez au courant de toutes les histoires que je prépare avec amour pour vous. Dans le couloir froid de l'hôpital, un homme était assis. C'était la journée la plus froide et la plus angoissante de son travail dans cette clinique. Son métier de pathologiste n'était pas facile, mais il ne s'inquiétait jamais de ce qui pouvait mal tourner dans son domaine. Cependant, aujourd'hui, Chalo ne pouvait pas trouver sa place parce qu'il n'était pas dans l'hôpital en train de travailler derrière la porte. Ils étaient en train d'opérer sa femme, et il y avait de quoi s'inquiéter car Adla avait des problèmes cardiaques. La moindre erreur et cette femme ne pourrait plus jamais embrasser son mari ni serrer son fils Gonzalo dans ses bras. J'étais inquiète car 2 heures s'étaient écoulées sans nouvelles. J'ai fait le tour de l'hôpital en essayant d'éloigner les pensées négatives. J'étais sûr du chirurgien, un bon ami et un excellent spécialiste, mais même les meilleurs ont des mauvais jours. Toutes les 10 minutes, votre fils vous envoie un message, c'est fini, et chaque fois que Chalo répond à Antonio, je t'écrirai quand ce sera fini. Mais comment calmer un enfant qui s'inquiète pour sa maman? La porte est ouverte, le médecin est sorti de la salle d'opération, son visage dit ceci. J'ai fait tout ce que j'ai pu, dit l'homme mince en posant la main sur son épaule. Les larmes de son collègue coulent immédiatement dans les yeux de Chalo qui le supplie de dire que tout va bien, mais Antonio se contente d'incliner la tête et d'acquiescer. Adla n'a pas survécu, son cœur s'est arrêté. Il n'y avait personne à blâmer dans cette situation, l'heure de la femme était simplement arrivée. Elle luttait contre la maladie depuis longtemps, elle n'en était pas à sa première opération, mais cette fois-ci, son corps n'a pas pu résister à une nouvelle intervention, à la fois de Chalo et d'Adla. Ils avaient été prévenus que cette issue était possible, mais ils ont décidé qu'il valait mieux saisir l'occasion plutôt que de ne pas essayer de la sauver. Dans la salle d'opération, tout le monde s'est approché de Chalo et l'a serré dans ses bras, il savait à quel point il tenait à sa femme. Il était temps d'envoyer un autre message. Gonzalo n'a pas écrit, il a appelé son fils. C'est fini, mon fils, dit-il d'un ton sombre. Maman n'est plus avec nous. C'est de ta faute, a crié Antonio, et l'homme a raccroché. Il n'a pas pris ses paroles au sérieux, il savait que son fils finirait par se remettre du choc et par s'excuser. Bien sûr, Chalo n'avait pas le cœur de lui reprocher ce qui s'était passé. Antonio a reproché à son père de ne pas avoir dissuadé sa mère de se faire opérer. Le garçon ne comprenait pas qu'elle était déjà destinée à mourir, mais que l'opération offrait une petite chance de salut. Chalo se souvient des moments où il était heureux avec sa femme. Ils avaient essayé pendant longtemps d'avoir un enfant et quand Antonio est né, ils étaient très heureux. Avec Adla, Chalo a enterré sa propre vie, elle n'avait plus de sens pour lui. L'homme vivait pratiquement dans la morgue à côté du corps de sa femme, il perdait lentement la tête. Chalo parlait à Adla et pensait qu'elle lui répondait. Monsieur Molina rit de ses blagues. Le médecin-chef de la clinique commençait à s'inquiéter, il savait que l'homme avait un fils qui avait été laissé seul pendant tout ce temps. Tony, lui, ne pensait jamais à sa mère, il souffrait aussi, mais à la maison, le garçon s'enfermait dans l'appartement et ne sortait pas seul. La veille de l'enterrement, Chalo est revenu à la maison. Ils n'ont pas échangé de mots, se sont regardés avec apathie et sont rentrés chez eux. Dans des coins séparés, les relations avec leur fils se sont détériorées pour Gonzalo après la mort de sa femme. Le garçon avait 15 ans, un âge très difficile, et commençait déjà à montrer son caractère, mais Adla, en tant que mère, avait de l'influence sur lui et pouvait être sa conscience. Le jeune homme ne prenait pas son père au sérieux, rien de Chalo, il ne connaissait qu'une seule méthode d'éducation, la punition et la réprimande. Mais son fils ne lui prêtait pas beaucoup d'attention et Chalo n'avait pas l'occasion de vérifier si le garçon suivait ses instructions, car l'homme restait souvent tard au travail, travaillant en équipe de nuit. Pendant cette période, l'enfant a été laissé seul à plusieurs reprises. Chalo a dû aller chercher son fils au poste de police après qu'il ait volé une barre de chocolat dans un magasin, qu'il se soit à nouveau battu avec des enfants dans la rue voisine et qu'il ait à nouveau brisé la vitre d'une voiture. Le point culminant de cette histoire est une conversation avec le directeur de l'école. Chalo a été convoqué à une réunion et, outre le directeur, les professeurs de la classe et le directeur adjoint se trouvaient dans le bureau. Ils lui ont dit qu'Antonio devrait redoubler l'année, qu'il n'avait pas écouté ses professeurs et qu'il avait brutalisé ses camarades de classe. Le garçon a été pratiquement lynché par l'ensemble du corps enseignant. Chalo ne pouvait pas détourner le regard, honteux. À la fin, Antonio a annoncé qu'il les détestait tous et a quitté le bureau en courant. Son père voulut le poursuivre, mais le directeur l'en empêcha. « Tu vas continuer à courir après ce garçon ?» demanda-t-il sévèrement.
où est ton caractère masculin? Montrez votre caractère. Vous pouvez voir qu'il ne respecte personne, a-t-il dit avec franchise. Il a ajouté que le tuteur de la classe avait changé. Je crois vraiment que vous avez perdu le contrôle de votre fils. Il a besoin d'une bonne fessée et d'être obligé d'étudier. Shallow a entendu toutes ces paroles terribles adressées à son fils et à lui-même. Maintenant qu'il comprend très bien Antonio, il a lui aussi envie de renvoyer tout le monde et d'échapper à cette atmosphère oppressante. Pourquoi restez-vous silencieux? Insiste le directeur. Dites quelque chose. Vous êtes responsable de votre fils. Quelles mesures allez-vous prendre? Vous m'avez demandé où était passé mon personnage masculin, dit Shallow. Après réflexion, je l'ai enterré avec ma femme il y a un mois. Antonio est en pleine dépression, il a perdu sa mère. Et vous avez créé une sorte de chaos ici, Dan Delacroix, au lieu de convoquer un conseil pédagogique et de calomnier mon fils en tant que professeur de la classe, vous auriez pu vous informer sur ce qui se passe dans les familles de vos élèves. Les élèves, les professeurs, restent sans voix, certains rougissent de pitié. En effet, personne ne savait ce qui était arrivé à la maman d'Antonio ce jour-là. Le garçon n'en avait parlé à personne, ni informé l'école, mais il le regrettait maintenant. Peut-être cela aurait-il pu être évité. Nous sommes vraiment désolés. Nous n'étions pas au courant, dit la première personne. Le directeur et tous les autres se sont immédiatement joints à lui et ont commencé à s'excuser à leur tour. Vous avez demandé quelles mesures j'allais prendre, a poursuivi Shallow, ignorant les excuses. Tout d'abord, je vais transférer mon fils dans une autre école, où l'on se préoccupe de la santé mentale des élèves et pas seulement du prestige de l'école. Gonzalo s'est levé de sa chaise et a quitté le bureau la tête haute, et les professeurs se sont immédiatement concentrés sur la dame en croix. Ils la considèrent désormais comme la coupable, puisqu'elle n'était pas au courant de la tragédie qui s'était produite dans la vie d'Antonio. Désormais, s'il arrivait quelque chose à Antonio, son père rejetterait la faute sur l'école. Shallow n'a toujours pas réussi à retrouver son fils, qui ne répond pas non plus à ses appels. L'homme était inquiet, espérant que son fils ne ferait rien de mal, car il savait à quel point une telle réprimande publique était humiliante et douloureuse. Antonio a été retrouvé chez lui, où il s'était enfermé dans sa chambre en écoutant de la musique forte. Il refusait de parler à son père. Shallow a essayé de l'approcher et a décidé de parler à son fils lorsqu'il se serait un peu calmé. L'heure du déjeuner est passée et il est temps pour Gonzalo de retourner au travail. Antonio ne s'est même pas rendu compte que son père était parti travailler. Gonzalo n'est pas lui-même, il réalise soudain que cela fait exactement un mois que le cœur de sa femme bien-aimée s'est arrêté de battre. Tout lui échappe. Il pense à son fils, il perd vraiment le contrôle. Ces derniers temps, le garçon avait besoin d'un membre de la famille pour le soutenir, mais il devenait de plus en plus distant. Dans la soirée, il décida de parler à Antonio de son transfert vers un autre établissement d'enseignement. Shallow est rentré tard à la maison, il était déjà 23 heures. Il savait que son fils n'irait pas se coucher à cette heure-là, mais il n'a pas répondu lorsqu'il a frappé à la porte et Shallow est entré dans la pièce. À sa grande surprise, il découvre qu'Antonio n'est pas là. La panique s'est immédiatement emparée de lui. Il s'apprête à appeler la police lorsque l'inspecteur des affaires de la jeunesse, avec qui il s'est souvent entretenu au cours du mois précédent, lui téléphone. Il avait déjà gardé ce numéro en mémoire car il s'était souvent parlé. Antonio se trouvait au poste de police et Shallow est immédiatement allé le chercher. Le jeune homme a été surpris en train de boire de l'alcool dans la rue. C'est la 4e fois en 15 jours. Votre fils sera bientôt enregistré chez nous, dit l'inspecteur. Je vous l'ai déjà dit, Antonio, ce n'est pas de mon ressort, nous avons vécu un drame familial, explique Shallow. Je voudrais vous demander de lui parler. Un psychologue pourrait peut-être le raisonner. Le policier finit par se rendre compte que les professeurs de l'école regardent le père inquiet avec sympathie et froissent le papier avec le protocole de détention du mineur. Un policier ou un psychologue ne vous aideront pas, dit gentiment l'inspecteur. Croyez-moi, je travaille ici depuis 20 ans et j'ai vu toutes sortes de choses. Je peux vous dire que votre fils n'est pas comme eux, il est vraiment perdu. Et il ne sait pas comment exprimer sa protestation, sinon seul vous et une conversation sincère entre père et fils peuvent le ramener à la raison. Prenez un jour de congé et passez la journée avec votre fils, mais ne le laissez plus jamais seul avec lui-même, on ne sait jamais ce qu'il peut penser d'autre. Shallow remercie le policier et va chercher son fils. Il était en train d'élaborer un scénario pour la conversation, mais celle-ci se terminait toujours de la même manière que celle d'Antonio, il prenait ses distances avec lui.
Gonzalo connaissait bien son fils et comprenait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ils passèrent le reste de la nuit sans dormir. Antonio était allongé dans sa chambre, essayant de comprendre tout ce qui lui était arrivé au cours des dernières semaines. Chalo faisait de même. Adla leur manquait terriblement. Le garçon se demandait comment sa mère réagirait à mon comportement. Serait-elle aussi indifférente que son père? Je la décevrais probablement beaucoup, après tout, elle me surveille. Tony croyait que sa mère l'observait depuis le ciel. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a eu honte de sa conscience qui le rongeait. Au moment où Chalo pensait la même chose, il a parlé à Adla et lui a demandé des conseils sur la manière de gérer cette situation. Il s'est excusé d'avoir perdu le contact avec son fils. Cela n'a pas toujours été le cas, ils aimaient passer du temps ensemble. Mais parfois, au fur et à mesure qu'Antonio grandissait, ils devenaient de plus en plus distants. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que l'on puisse à nouveau se promener ensemble, regarder un film ensemble ou simplement s'asseoir à la même table pour dîner. Il est toujours nécessaire de laisser partir les enfants adultes, mais Tony a dû grandir trop tôt. Chalo n'était pas prêt à le perdre. Le lendemain, Chalo s'est enfin décidé à parler à son fils, même si cela n'aboutissait à rien, je saurais qu'il avait essayé. Étonnamment, Antonio n'a pas essayé d'éviter la conversation. Il s'assit en face de son père et l'écouta attentivement. Cependant, l'homme ne sait pas que son fils a analysé son propre comportement tout au long de la soirée. Peut-être avait-il besoin d'atteindre ce point critique pour comprendre leurs erreurs. Car le père et le fils en ont fait. En tant que pathologiste, je peux te dire comment l'alcool affecte le corps, commence Gonzalo, mais je me rends compte que cela n'aura pas beaucoup d'impact sur toi et tu peux voir que parfois je me permets de boire. Alors parlons-en. Sinon, tu n'as que 15 ans et tu as déjà décidé de gâcher ton avenir sonore. Comme nos professeurs, son fils l'interrompt, je ne suis pas bon, je risque la discipline, l'expulsion de l'école, la honte de la famille et ainsi de suite, il y aura quelque chose de nouveau où je devrais partir. Seulement si tu veux vraiment me faire la leçon sur les méfaits de l'alcool, ça ne marchera pas tout seul, non. Tu es un bon exemple. Chalo a supporté les sarcasmes de son fils et a réussi à ne pas élever la voix. Il se rend compte également de la véracité des propos d'Antonio. Après tout, il voulait avoir une conversation sincère avec son fils, sans moralisation ni insultes inutiles. Même après une réponse aussi indifférente de la part d'Antonio, il a vu que le garçon était prêt à l'écouter au sujet de la discipline et nous ne plaisantons pas à ce sujet, a dit Chalo avec tristesse, tu ne t'en rends même pas compte. Combien d'argent ai-je donné à la police pour qu'elle ne t'enregistre pas comme un jeune à problème? Comment devrait-il le faire? Le fait d'être enregistré après ta première visite au poste de police, quelles en sont les conséquences, à ton avis? Antonio baissa les yeux en se sentant coupable. Il n'avait jamais pensé que les choses allaient bien pour lui, et à ce moment-là, il avait honte parce qu'il savait que son père n'était pas assez riche pour soudoyer la police pour chaque erreur commise par Chalo. Il se sentit un peu soulagé, et un peu plus encore lorsqu'il réalisa que son fils s'était rendu compte de sa propre tromperie. Je comprends que tu te sentes mal, poursuit son père, mais crois-moi aussi, la mort de maman ne doit pas nous éloigner l'un de l'autre, au contraire, nous devons nous unir pour traverser cette période difficile ensemble, mano à mano. Soudain, le téléphone de Chalo sonne. Il l'ignore parce qu'on l'appelle de l'hôpital et que c'est son jour de congé. Une minute plus tard, il reçoit un message et appelle le médecin-chef pour s'excuser auprès de son fils. Est-il vivant? Demande Gonzalo. Il est immédiatement vivant, mais blessé, répond le médecin-chef, venez. Immédiatement, c'est un cas urgent dont nous devons nous occuper aujourd'hui, il s'agit de la fille de personnes importantes que l'on soupçonne d'avoir été intoxiquée par l'alcool. Chalo a répondu qu'il irait tout de suite. Le message disait que son partenaire avait eu un accident et qu'il devait donc le couvrir. Il se sent même un peu soulagé qu'on lui demande de travailler sur une telle affaire. Prépare-toi, lui dit Antonio. Où se trouve la morgue? Demanda Antonio, surpris. Oui, répondit son père, tu vas découvrir mon métier. Peut-être aimerais-tu devenir chirurgien ou pathologiste, ou quelque chose comme ça, une autre sorte de médecin. Nous avons une jeune fille de 16 ans qui va voir où se trouve le mode de vie immoral. Antonio n'a pas pu résister et est allé se préparer. Sur la route, il mentionne qu'il s'attendait à quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu t'attendais à entendre de moi? Demanda Chalo. Antonio a répondu qu'il s'attendait à des leçons de morale suivies de suggestions idiotes pour aller pêcher ensemble et passer du temps ensemble. Gonzalo rit et s'étonne que son fils rejette la possibilité d'être ensemble. Il aurait fallu le faire avant, c'est trop tard maintenant, a répondu Antonio. Jamais.
C'est trop tard, dit Chalot. La veille de l'opération, maman et moi nous sommes disputés. Je lui ai dit que j'étais un peu inquiet pour elle, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Penses-tu que je regrette que notre dernière conversation ait été une dispute? Tu crois que j'aurais dû lui dire des mots d'amour? Il est trop tard, mon fils, nous devrions avoir peur de manquer de temps, après tout, nous ne sommes pas immortels. Dans la ville où vivaient Chalot et Antonio, il y avait un homme très riche appelé Monsieur Fidalgo. Il possédait presque tout ce qui se trouvait à l'intérieur et autour de la ville. Malheureusement, sa richesse n'aidait personne à préserver son bonheur des accidents tragiques. Eugenio avait une belle famille, une femme, une fille intelligente et même un corgi de race. Sa maison était pleine de bénédictions. Eugenio a rencontré Olivia à l'école. Ils se sont mariés peu après avoir obtenu leur diplôme. Eugenio venait d'une famille riche. Olivia venait d'une famille ordinaire. Mais la différence de statut social n'a pas affecté leur amour. Le couple a eu une fille appelée Eva. L'enfance d'Eugenio est heureuse, jouets, bonbons et voyages, mais tout s'arrête à l'âge de 10 ans. La famille a voyagé, mais seuls le père et la fille sont revenus. Olivia s'est noyée dans l'océan. Tout s'est passé sous les yeux de son mari et de sa fille, et les sauveteurs n'ont pas réussi à sauver la femme des vagues. Ils avaient été prévenus que la baignade était interdite ce jour-là, mais c'était le dernier jour des vacances. Olivia a voulu faire un dernier plongeon dans l'eau salée. Eugenio se reproche de l'avoir laissé faire. Elle avait seulement dit qu'elle se mouillerait les pieds, mais elle avait marché sur un récif corallien, était tombée à l'eau et avait été emportée par les vagues. 3 ans se sont écoulés depuis cette terrible tragédie, et la douleur s'est quelque peu atténuée. La vie devait continuer. Eugenio a été durement touché par la défaite, mais il doit continuer pour sa fille Eva. Grâce en grande partie à son père qui a supporté la perte de sa mère, l'homme a rencontré une nouvelle femme. Elle avait 5 ans de moins que lui, s'appelait Sylvia et était venue dans son bureau pour postuler à un poste de secrétaire, mais avait obtenu beaucoup plus. Sylvia a rapidement et pratiquement captivé l'homme d'affaires. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard parce qu'elle lui rappelait d'une certaine manière sa défunte épouse, peut-être était-elle semblable physiquement, mais en termes de caractère. Elles étaient complètement opposées. Olivia était gentille et compatissante, tandis que Sylvia semblait mépriser tout et tout le monde autour d'elle. Il était étonnant de voir à quel point elle était belle, amicale et soumise alors qu'elle ne coexistait qu'avec Eugenio, bien qu'après le mariage, elle ait révélé sa véritable personnalité lorsque Sylvia s'est rendu compte que l'homme n'allait pas s'en aller et qu'il exigeait beaucoup plus d'attention et qu'il augmentait la sienne. Un jour, elle a même surpris son mari en déclarant que sa fille devait partir, que tu étais devenu fou. Eugenio a ri en pensant que sa femme plaisantait, elle vient d'avoir 14 ans, où l'enverrai-je? Eh bien, elle a des grands-parents ou d'autres parents, a suggéré Sylvia Eugenio en expliquant que la fille n'avait qu'une seule grand-mère et qu'elle était déjà trop âgée pour s'occuper d'une adolescente, envoyer la fille chez sa tante, la sœur de feu Olivia, serait une décision étrange. J'ai entendu dire qu'il y avait d'excellentes écoles dans ces pays. Bajo Eugenio demande à sa femme de ne plus en parler. Il comprenait que Sylvia ne plaisantait pas, il trouvait extrêmement désagréable qu'elle veuille se débarrasser de sa fille. Bien sûr, elle voyait bien qu'il y avait un conflit entre eux. Eva avait 14 ans, son caractère était déjà difficile et son père venait de faire entrer une nouvelle femme dans la maison. Il pouvait comprendre les raisons du comportement de sa fille, mais la réaction de Sylvia, adulte et apparemment intelligente, l'inquiétait quelque peu. Eva a joué des tours à sa belle-mère. Pour être honnête, elle avait des raisons de le faire. Sylvia n'a même pas essayé d'être gentille avec elle. La jeune femme a immédiatement déclaré qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule reine dans la maison. Il pouvait prendre l'argent de poche de la jeune fille et lui faire la vaisselle. Elle marchait dans toute la maison, même si la gouvernante la poussait délibérément et la heurtait comme par hasard. Sylvia voulait que la jeune fille convainque son père de la renvoyer, mais Eva ne demandait qu'à être renvoyée. La belle-mère de la jeune fille a dit à son père que Sylvia s'était moquée d'elle et l'avait constamment insultée. L'homme ne la croit pas, il sait qu'elle se déteste et ne prend pas les paroles de sa fille au sérieux. En revanche, il a cru les paroles et les accusations de sa femme contre sa fille parce qu'elle pensait qu'un adulte ne pouvait pas mentir, alors qu'une adolescente le pouvait. De plus, Sylvia ne se disputait jamais avec Eva en sa présence et sa fille avait toujours une attitude négative. La jeune fille était sincère. Elle ne fait pas semblant. Elle ne portait même pas de masque, contrairement à sa belle-mère, et cela les irritait encore toutes les deux. Mais leur guerre durait depuis 2 ans et chaque année, les choses allaient de mal en pis. La seule chose qui changeait,
c'est qu'elle commençait à cacher leur haine mutuelle à Eugenio. Je savais qu'ils ne s'étaient pas attachés l'un à l'autre, mais j'ignorais qu'ils continuaient à se jouer des tours, jusqu'à se battre physiquement. Mais Sylvia en a eu assez de tout cela, a-t-il dit un jour à Eva. La jeune femme lui propose de se réconcilier et de chercher pacifiquement comment ils pourraient vivre ensemble. Eva, bien sûr, a tout de suite refusé, disant que sa belle-mère n'était pas son amie. Sylvia prit un gâteau, mit de l'eau à bouillir et renouvela sa proposition. Eva rit très fort et de manière démonstrative, « Je sors avec mes copains. Aujourd'hui, nous allons fêter la fin de l'année scolaire. » Eva acquiesce et sort de la maison. Sylvia éteint immédiatement la bouilloire, jette le gâteau à la poubelle et verse dans la même poubelle le café prévu pour Eva. À ce moment-là, Eugenio descendit du 2e étage. « Pourquoi jettes-tu le bonbon qu'Eva a refusé ? Je prendrais bien une tasse de café avec toi, dit-il. Heureusement qu'il n'est pas comestible, répond Sylvia. L'homme ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas le partager avec lui, mais il ne se plongeait pas dans les méandres de l'esprit féminin. Il pensait que sa femme était tellement fâchée avec leur fille qu'elle voulait gâcher l'humeur de tous ceux qui l'entouraient. Il semble que vous ayez besoin de vous trouver un ennemi commun, plaisante Eugenio. J'ai entendu dire que cela rapprochait les gens. Et qui voulez-vous que nous détestions tous les deux ? C'est peut-être vous, répond Sylvia avec une ironie évidente. L'humour se lisait sur son visage. Cela faisait si longtemps qu'il essayait de s'entendre avec cette fille qu'elle en était fatiguée. Sylvia demanda à nouveau qu'Eva soit envoyée quelque part à l'étranger pour apprendre les bonnes manières et comment interagir avec ses amis plus âgés, mais Eugenio répéta une fois de plus qu'Eva n'irait nulle part à moins que ce ne soit ce qu'il voulait ce jour-là. Il avait une réunion importante et n'avait pas de temps à consacrer aux disputes familiales en général. Ces négociations se terminaient généralement par une suite au restaurant, Sylvia et Eva le savaient toutes les deux. Je dois attendre papa à la maison jusqu'au soir. La jeune fille accepta donc d'aller rencontrer ses camarades de classe, car même le jeune Golden Boy aimait s'amuser. Eugenio arriva à la maison avant sa fille et demanda immédiatement à Sylvia où était sa femme. Il a menti en disant qu'Eva dormait déjà, il avait une raison d'isoler sa belle-fille. La femme poursuit ses propres objectifs. L'homme est allé directement se coucher car son état était tel qu'il ne pouvait plus rien faire. La fille n'est arrivée à la maison qu'1 heure après son père. Son état était plus ou moins le même que le sien. Sylvia alla immédiatement à sa rencontre et l'aida à se déchausser, à se laver le visage et à la mettre au lit. « Va te plaindre à papa maintenant ?» demanda Eva en tirant à peine la langue. « Dors plus vite, lui ai-je dit, tu es resté trop longtemps dans ton lit, a répondu Sylvia, et prends ceci pour que ton père ne se rende pas compte que tu as la gueule de bois demain. Eva but la boisson que Sylvia lui avait donnée, s'allongea sur l'oreiller et se couvrit le nez. « Nous sommes amis, dit Eva une dernière fois, je n'ai jamais eu l'intention d'être ton ami, je ne l'ai pas fait. Je veux que ton père soit en colère, répondit la belle-mère et ferma la porte. La porte n'a pas empêché le père de se mettre en colère, mais il n'a pas vu sa fille avec une gueule de bois. En fait, Eva ne s'est pas réveillée le matin. Eugenio s'est seulement souvenu que la fille était encore au lit après le déjeuner. Son état n'était pas des meilleurs après les festivités de la nuit. Sylvia est allée se faire soigner le matin, manucure, pédicure, etc. À son retour, elle aperçoit Eugenio assis avec sa fille dans les bras. « Je suis déconcerté, je ne comprends pas ce qui lui arrive, dit Eugenio, les larmes aux yeux. Pourquoi ne se réveille-t-elle pas, mon Dieu, s'exclame Sylvia, depuis combien de temps es-tu comme ça? Je ne sais pas quoi faire, répond l'homme, elle a un pouls, elle respire, mais elle ne réagit pas du tout. Sylvia prend le téléphone et appelle la clinique, les ambulanciers viennent chercher Eva et l'emmènent à l'hôpital. Eugenio était dans un tel état de choc qu'il n'arrivait pas à penser clairement. Il n'a retrouvé son calme qu'à l'hôpital, lorsque le médecin s'est approché de lui. Eva est dans un coma profond, dit le médecin, j'ai peur. Le pronostic est sombre. Sylvia regarde immédiatement Eugenio. Il ne se doute de rien. L'expression de son visage, il ne pleurait même pas, il était juste en état de choc, qu'il avait provoqué. Sylvia l'a demandé pour elle, la jeune fille est gravement intoxiquée par l'alcool, a répondu le médecin. Eugenio est d'autant plus surpris qu'il ne comprend pas comment cela a pu se produire, sa fille n'ayant jamais goûté à l'alcool. Il passe plusieurs heures assis à côté de sa fille, la suppliant de se réveiller, lui promettant de ne pas la gronder, mais Eva ne réagit pas. Dans l'après-midi, il commença à réfléchir, se souvint qu'il était rentré le soir et dit qu'Eva était déjà endormie. Eugenio demande à Sylvia, tu ne t'es pas rendu compte qu'elle était ivre? Si elle avait été empoisonnée à ce point,
il aurait été impossible de ne pas s'en apercevoir. Sylvia ne sourcille pas, elle n'est pas effrayée par la question logique de son mari. Il semble qu'elle ait déjà préparé sa réponse. Quand je suis rentré, Eva dormait déjà, répondit Sylvia, elle m'a dit qu'elle allait retrouver ses camarades de classe. J'ai pensé qu'elle était simplement fatiguée. Eugenio s'est immédiatement accroché à cette déclaration. Le lendemain, il a cherché à savoir avec qui Eva avait été, où ils avaient été et ce qu'ils avaient bu. Pendant qu'il faisait ses recherches, le médecin l'a appelé d'urgence et lui a demandé de venir à la clinique. Eugenio s'y rend avec beaucoup d'espoir, car il ne peut pas croire qu'il puisse arriver quelque chose à sa fille, mais lorsqu'il arrive dans le bureau du docteur Eugenio, il comprend immédiatement qu'il n'y aura pas de bonnes nouvelles. L'expression du visage du médecin en disait long. Malheureusement, le cœur d'Eva a cessé de battre aujourd'hui, a déclaré le médecin d'un air sombre, elle a cessé de se battre et nous l'avons perdue. Je veux voir, dit Eugenio, sans y croire jusqu'au bout. Lorsqu'il voit le corps de sa fille sur la table de la morgue, le médecin lui interdit de le toucher, expliquant que l'autopsie n'a pas encore été pratiquée. Eugenio s'agenouille devant sa fille et se met à pleurer. L'ampleur de sa douleur se lit sur son visage. Il gémit, tape du poing sur le sol, mais en vain. Eva ne pouvait pas revenir. Monsieur Fidalgo, nous devons partir. Le légiste est arrivé, il doit travailler, dit le médecin. L'homme se lève doucement, regarde une dernière fois sa fille et s'excuse en quittant la clinique. Eugenio a failli renverser un jeune homme et le soignant lui a crié quelque chose, mais Eugenio n'a fait attention à personne. Sylvia ne s'est même pas excusée, elle était assise à la maison et regardait la télévision. Quand Eugenio est entré, elle a tout de suite été déconcertée de voir son amant terrifié. J'ai vu aux informations que tu avais fait du bruit. Le restaurant où les jeunes faisaient la fête a été fermé pour inspection. Je vais tous les détruire, déclare Eugenio à voix haute. Tous ceux qui ont vendu de l'alcool à des adolescents, tous ceux qui ont saoulé ma fille, tous ceux-là auront ce qu'ils méritent. Sylvia se sent un peu mal à l'aise avec le ton et les paroles d'Eugenio, mais elle veut soutenir son mari d'une manière ou d'une autre. Elle ne savait toujours pas qu'Eva n'était plus en vie. Je pense qu'ils ont dû l'acheter à une source clandestine et que c'est pour cela qu'il a été contaminé, supposa Sylvia. Peu importe, je vais trouver celui qui a mis ce poison dans la bouteille, poursuivit Eugenio, exalté. Eva est partie, tu vois, tous ceux que j'aimais m'ont quitté, j'ai perdu toute ma famille et il n'y a plus une seule personne au monde à laquelle je tiens, comment est-ce possible? Toute la bande buvait, mais seule Eva a été empoisonnée. C'est fait exprès, je suis sûr qu'ils l'ont droguée, mais l'autopsie révélera tout. Sylvia a laissé échapper un gémissement quand Eugenio a mentionné la mort de sa fille, mais ce qui l'a vraiment frappé, ce sont les mots qu'il a prononcés sur le fait qu'il n'avait personne d'autre à aimer. La colère l'envahit. Même dans la mort, Eva et son ex-femme lui faisaient concurrence. Tu sais que tu m'as, n'est-ce pas, dit-il d'un ton blessé. Oui, Eugenio, répondit-elle sévèrement, mais tu ne peux pas remplacer ma fille. Chalo passa rapidement une cape à Antonio et tous deux se dirigèrent vers le lieu de travail. En chemin, le médecin-chef les arrête. Chalo, je t'en prie, fais tout le plus vite possible, dit le médecin en chef. Il s'agit de la fille d'une personne très importante. Il est déjà venu ici et je pensais qu'il allait tous nous mettre dans le même état qu'elle. C'est sans doute lui qui a failli casser le nez de mon fils en arrivant, devine Gonzalo. Et je lui ai dit des choses désagréables. Quelle honte, quelle tragédie pour cet homme. Gennady Vladimirovitch, je pourrais m'excuser auprès de lui plus tard, ce n'est pas grave, je crois qu'il ne vous a même pas remarqué, le rassure le médecin, il était très contrarié, vous savez. Vous aussi, vous avez perdu des proches, mais emmener votre fils avec vous n'est pas la meilleure solution. Il restera là tranquillement, ne t'inquiète pas, répond Gonzalo, je sais comment faire mon travail. Les deux hommes se sont serrés la main, et Chalo et Antonio ont poursuivi leur chemin. Le garçon a eu peur en entrant dans la morgue. Il pensait être préparé, mais en fait, c'était différent. Dès qu'il vit la jeune fille, son visage s'éclaira. Elle est si belle, dit le jeune Antonio. Il ne pourra pas apprécier ton compliment maintenant, dit-il. Chalo alluma une cigarette. Il prend la carte de la jeune fille et commence à la lire à haute voix pour que son fils puisse l'entendre. La fille d'un milliardaire a admis hier qu'elle était dans le coma et qu'elle était morte le matin. Même les enfants de milliardaires ne sont pas à l'abri d'une mort aussi absurde. Veux-tu finir comme elle? Antonio haussa les épaules, terrorisé, tandis que son père se retournait pour continuer les préparatifs. Le garçon ne peut s'empêcher de s'approcher de la jeune fille. Eva Fidalgo,
dit Chalo à voix haute, tournant le dos à son fils et incapable de voir ce qu'il faisait. Maintenant, on sait de qui elle est la fille. Oui, c'est une personne influente, il n'y a aucun doute là-dessus, dit Antonio à voix basse. Papa ne ressemble pas du tout au défunt, même sa peau a une couleur normale, bonne, il est mort récemment, poursuit Chalo. Même sans se tourner vers son fils, les défunts ne ressemblent pas toujours à ce que l'on voit dans les films d'horreur. Gonzalo s'est retourné et sa cigarette est tombée de sa bouche. Il voit Antonio tenir la main de la jeune fille et la regarder avec des yeux pleins d'amour. Il s'apprêtait à crier, mais il arrêta son geste impulsif lorsque les paroles de son fils le choquèrent. « Elle est chaude, dit Antonio. Est-ce possible ? Non, cela ne devrait pas arriver, dit Chalo. Ralentissez, vous devez vous tromper. Pourquoi touches-tu le corps ? Bat les pattes, mais son fils n'obéit pas. Il approcha son oreille de la poitrine de la jeune femme, puis passa sa main sur sa bouche et ses yeux. Ceux-ci s'ouvrirent, et une expression étrange traversa son visage, mélange de peur et de joie. « Papa, elle respire et son cœur bat, dit le jeune homme. Regarde toi aussi. Je ne suis pas devenu fou. Chalo s'approche d'Eva et lui prend le pouls. Ses yeux s'ouvrent rapidement et il court vers le bureau du médecin-chef, mais Monsieur Flore l'arrête brusquement. C'était le médecin de famille d'Eva. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous devriez être libre aujourd'hui, s'exclame Anton Renato. Il a eu un accident et on l'a appelé, répond rapidement Gonzalo, et l'expression du monsieur change encore plus. Flore change soudain de direction et se dirige rapidement vers la salle des médecins. Pendant 5 minutes, il est resté assis dans sa voiture qui refusait de démarrer. Gonzalo et monsieur Molina, eux, étaient déjà en route vers la morgue. « J'espère que vous ne pensez pas que je ne vous fais pas confiance, dit le médecin-chef avant de s'approcher du corps d'Eva. Mais Adla vous a déjà parlé avant l'autopsie. Je vous en prie, voyez vous-même, dit Chalo. Monsieur Molina a pris le pouls de la jeune femme et a immédiatement décroché son téléphone portable pour envoyer les aides-soignants à la morgue. Nous transférons rapidement Eva Fidalgo à l'USI pour refaire tous les tests. Branchez-vous, ordonne le médecin d'un ton autoritaire. Que Anton me rejoigne. Je suis désolé, mais monsieur Flore est déjà parti. Il a dit qu'il avait un tuyau cassé chez lui, répond le médecin au téléphone. Alors vous devriez inonder vos voisins, mais revenez ici et trouvez-nous, s'écrie monsieur Molina avant de raccrocher. Si Anton est impliqué dans cette affaire, il est peu probable qu'il soit arrêté, a-t-il ajouté. Chalo a failli s'évanouir lorsqu'il a appris qu'il remplaçait Renato aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient bien ensemble, je ne pourrais pas non plus en tenir Renato pour responsable, a-t-il répondu. Yenadi, tu sais de qui elle est la fille, n'est-ce pas? Son père va poser des questions, comment va-t-elle les poser? Je devrais lui expliquer toute la situation. Dis-lui qu'il s'agit d'une erreur médicale, suggère Antonio, la voix tremblante de peur. Maintenant que Liangadi se souvenait qu'il était également présent, le fils d'un de ses employés se mit encore plus en colère et leur ordonna de partir. Une telle situation était arrivée aux garçons à la morgue, et ils avaient des témoins. Chalo ajouta inutilement, indigné, que c'était son fils qui avait signalé qu'elle était vivante. Você fala como se não tivesse percebido, gritou Liangadi, lève o menino para fora. Daqui você virá comigo para conversar como pedele. Antonio esperou pelo no quarto do médico por varia hora. Ele não conseguia esquecer a garota. Ele abordou a enfermeira para perguntar sobre sua condição, mas é claro que ninguém lhe deu informação. Eugenio não queria ir ao hospital. Yadi não contou a ele por telefone que ele tinha durante a autopsia. Demorou muito para convencer o homem para que Silvia viesse. Ela ficou preocupada ao saber que seu marido estava sendo chamado de volta à clínica. Tirar sarro de você, perguntou, se ela, talvez não devesse agarrar, elle disseram que lui precisou assinar alga documento. Provavelmente dia determinará a causa exata da morte, respondeu Eugenio, vou precisar desse relatório para registrar uma denúncia contra o restaurante. Eugenio suspeitou que algo não estava bem quando viu do médico no consultório. Ce comportamento era estranho, não lhe oferecerá nenhum documento. Yenadi e Gonzalo tremiam de medo enquanto ele explicavam que Eva estava realmente viva. El tinha medo da risao de quem descobriu que Eva está viva, perguntou Eugenio, e ce tom não revelu se lhe ele perguntou como boa intenção ou não. U perguntei, e ele respondeu modestamente. Chalo, ou melhor, meu filho fez isso, mas eu teria descoberto o mesmo.
Eugenio abordou comme confiança au patologista. O patologista ficutanço, preparando se para algo desagradavel, mas o homem rico se ajoelhou abraçou a perna do homem. Sauveur, merci, a-t-il murmuré. Nous soupçonnons que quelqu'un a soudoyé nos médecins, poursuit-il. Eugenio a défié l'homme de se lever et de s'asseoir sur un canapé. Le médecin assistant d'Eva s'est échappé, mais la police est déjà à sa recherche ainsi qu'à celle du pathologiste qui devait faire l'autopsie. Il est au service de traumatologie avec de multiples fractures, précise Eugenio. S'il n'y avait pas eu Chalot, il aurait enterré sa fille vivante, nous ne savons pas quels étaient ses plans ou pourquoi ils avaient besoin de faire cela, a-t-il ajouté. Mais Renato est probablement impliqué dans cette affaire, la police lui parle déjà. Nous avons d'abord tout signalé aux autorités. D'accord, j'attends d'en savoir plus, demanda Eva. Eugenio, bien sûr, personne ne pouvait le nier. Eugenio ne pouvait regarder sa fille qu'à travers une petite fenêtre dans la porte, il ne le laissait pas entrer pour la voir. Ils ont dit que les analyses de sang étaient incorrectes, des substances toxiques ont été trouvées dans le sang de la jeune fille. Nous avons dû attendre que son sang s'éclaircisse et qu'Eva reprenne conscience. Ne vous inquiétez pas, maintenant nous savons exactement ce qu'il faut faire, dit le nouveau médecin. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu d'intoxication alcoolique, personne n'a voulu délibérément simuler sa mort. Antonio se tient un peu à l'écart de l'homme d'affaires et du médecin, qui écoute la conversation. Il est maintenant très préoccupé par le sort de la jeune fille. Il semble être tombé amoureux d'elle au premier regard. Quand Eugenio eut fini de parler au médecin, il remarqua le garçon qui se tenait modestement derrière lui. « Tu es le héros qui m'a empêché de commettre la plus grosse erreur de ma vie ?» demanda Eugenio. Avec joie, le garçon s'avance. « Je ne voulais pas que le père d'Eva pense que j'étais faible ou lâche, » répondit Antonio avec assurance, mais mon père aurait compris de toute façon, ça n'a pas d'importance. Le premier à agir est le héros. Eugenio rit et serre la main du garçon. En tant qu'entrepreneur, je te dis de ne jamais attribuer tes mérites aux autres. Eugenio voulait dire encore quelques mots au jeune homme, mais un appel l'a interrompu, c'était l'enquêteur qui interrogeait Renato. Il a dit qu'il voulait parler au père de la jeune fille. L'homme pleurait et demandait un rendez-vous. Je dois y aller, dit Eugenio. Antonio a failli sursauter. L'homme s'adresse à lui, occupe-toi d'Eva, s'il y a du changement, appelle-moi Eugenio. Il tend sa carte de visite au jeune Antonio, étonné, qu'il accepte. La fierté envahit Antonio lorsqu'il reçoit l'autorisation de s'occuper d'Eva et qu'on lui confie une certaine responsabilité. Le jeune homme ne s'éloigne pas de la porte de l'unité de soins intensifs pendant que son père fouille tout l'hôpital. Eugenio entre dans la chambre d'hôpital et voit un homme dont tous les membres du côté droit sont cassés, et qui aurait été encore plus mutilé s'il ne l'avait pas déjà été. Cela aurait conduit à cet état, dit Eugenio, contenant difficilement sa colère, s'il vous plaît, abstenez-vous de proférer des menaces en présence des autorités, dit l'enquêteur. Il a tout à fait le droit de le faire, dit Renato, dont les paroles sont difficilement compréhensibles à cause de sa mâchoire cassée, mais Eugenio est tout à fait attentif. Renato s'est mis à pleurer et à demander pardon. Il pense que Dieu l'a puni et l'a empêché de commettre une terrible erreur. Il a donc décidé de tout avouer et est prêt à subir le châtiment qu'il mérite. L'homme expliqua que Anton lui avait proposé de gagner de l'argent. Ils lui ont donné beaucoup d'argent pour qu'il mente sur la mort du patient. Renato devait tout confirmer et administrer un médicament pour qu'Eva ne reprenne pas conscience avant l'enterrement. Eugenio a serré les poings si fort que de profondes marques d'ongles ont été laissées dans ses paumes. Il ne se pose qu'une seule question, qui, à part Renato, a dit non. Je savais que toutes les négociations avec le client avaient été menées par Anton. Il a déjà été retenu à l'aéroport, ajoute l'enquêteur, je pense qu'il faut aller à l'appartement et lui parler. Renato s'est à nouveau excusé, mais Eugenio a dit qu'il ne pouvait pas faire cela, même s'il était reconnaissant de ses aveux. Enfin, il ajoute que l'univers l'a déjà puni, même s'il pense qu'il n'est pas assez fourmi. Il n'a pas abandonné aussi vite que le prétendait son complice. Ils l'ont piégé. Renato voulait juste échapper à ses responsabilités. Il l'a donc accusé de tout. Il a expliqué son départ soudain en disant que sa mère était tombée malade en ville et qu'il devait partir au plus vite. Je ne savais pas que nos médecins gagnaient tellement d'argent que les Maldives leur semblaient être une petite ville, dit le chercheur en riant, après tout, votre mère est là-bas, si j'ai bien compris. C'est vrai, Anton. J'étais déconcerté et je ne savais pas quoi dire. Eugenio, qui avait assisté à l'interrogatoire depuis une autre pièce pendant tout ce temps, avait du mal à se contenir. Il a demandé à pouvoir voir le meurtrier présumé de sa fille,
affirmant qu'il obtiendrait certainement des aveux, mais la police ne l'a pas autorisé à le faire. Cependant, après qu'Eugenio a composé une certaine somme sur une calculatrice, les enquêteurs ont décidé de faire une exception s'ils voulaient en enterrer une. Eugenio, 16 ans, a fait irruption dans la pièce en criant, interrogatoire, si vous avez un brin de conscience, faites un signe à la bonne photo. Si vous donnez le cerveau du crime, votre peine sera moins lourde, ajoute l'enquêteur. Eugenio sortit son téléphone et montra une photo de son principal concurrent, tourna l'écran vers Anton, qui regarda longuement l'image, puis regarda Eugenio sans bouger. Puis l'homme montra la photo d'une Eva heureuse et lui rappela que c'était sa fille qui lui avait dit que sa mère s'était noyée sous ses yeux. Il avait déjà un destin détruit. Je ne savais pas, mais j'étais sûr qu'elle et lui dormirait mieux. Sachant qui est derrière tout cela, Eugenio montre à nouveau une photo du concurrent. Antonio réfléchit un instant et secoue la tête. Eugenio montra immédiatement une autre photo, puis une autre, et Antonio dit non à toutes les photos. Il n'y a plus personne qui puisse me souhaiter du mal, allons faire un tour, ce n'est pas nécessaire, a répondu Anton. Je n'avais pas la photo de la bonne personne, c'était une femme, mais je ne sais pas qui elle est ni comment elle s'appelle, se dit Eugenio en se demandant laquelle de ces femmes pouvait le détester à ce point. Cela ne ferait de mal à personne de supposer qu'il s'agit des femmes de ses concurrents. Ce serait stupide, les hommes n'impliquent jamais leurs proches dans les affaires, surtout dans un jeu aussi sale. Anton commença à décrire l'apparence de la personne qui voulait nuire à Eva. Ce n'est pas possible, dit Eugenio, ne reconnaissant qu'une seule personne dans la description. L'homme montra une photo de Sylvia et confirma qu'il s'agissait bien d'elle. Eugenio s'effondra sur la table et dit lentement qu'il aurait dû être la première personne à y penser, mais il est difficile de croire que vous savez que cette femme demandée à l'enquêteur est ma femme, répondit Eugenio perplexe, mais elle n'est pas la mère. Je l'ai beaucoup connue à propos d'Eva. Après même, murmura-t-il. Les chercheuses sont des créatures cruelles. Ont-elles vraiment fait tout cela pour de l'argent? Je ne crois pas, répondit Eugenio, qui regardait dans le vide, en essayant. Petit à petit, elles se sont détestées, mais c'est une situation normale, belle-mère et belle-fille. Je n'aurais pas pu imaginer que leur rivalité en arriverait là, en pure perte. L'appel est revenu, le numéro de l'homme était inconnu. D'habitude, il ne répondait pas à ses appels, mais la situation avait tellement changé qu'il parlerait à la personne qui l'appellerait à l'autre bout du fil. Le garçon annonce joyeusement qu'Eva a ouvert les yeux et s'est rétablie. Cependant, ils ne l'ont toujours pas laissé entrer pour la voir. Le garçon dit qu'il a été renvoyé chez lui et qu'Eugenio pourra venir voir sa fille demain matin. Eugenio remercie le jeune homme et ajoute qu'il n'oubliera pas son aide, tout en gardant le numéro d'Antonio pour le remercier comme il se doit. Il s'est rendu compte que 2 autres personnes étaient entrées dans sa vie et qu'il les considérait désormais comme proches et familières. Le chercheur a immédiatement appelé ses collègues pour les informer qu'ils avaient identifié l'organisateur de l'empoisonnement de la jeune fille. Eugenio ne demande qu'une chose, pouvoir confronter personnellement sa femme avant que la police ne l'arrête. Personne ne s'y oppose, c'est mal vu, mais dans cette ville, toutes les portes sont ouvertes à Eugenio. Sylvia attendait son mari à la maison, ignorant que son plan avait été découvert. Elle accueillit Eugenio avec une amabilité feinte, jusqu'à ce qu'il se rende compte de sa stupidité. Comment a-t-il pu ne pas se rendre compte de son erreur? Tout était si étrange cette nuit-là, même s'il pouvait le comprendre. Il était en état de choc. Eugenio n'avait pas oublié qu'il était assis avec sa fille dans les bras alors qu'elle était inconsciente, simplement parce qu'il était en état de choc et ne savait pas quoi faire. Comment ça se passe à l'hôpital? Pourquoi t'ont-ils le gardé si longtemps? Demande Sylvia. Peut-être parce que la mort est un événement grave, répondit Eugenio, continuant à jouer le rôle du père éploré. Il prend une bouteille de cognac et 2 verres, et verse la boisson derrière le bar. Elle s'approcha lentement de son mari, lui laissa un verre dans la main et lui tendit l'autre. Je suis désolée pour la femme, dit-elle d'un air peiné, faisons la fête et peut-être que cela te fera du bien. Sylvia a dit cela, bien sûr qu'ils devaient faire une sorte d'hommage, alors ils ont trinqué. Eugenio porta le verre à ses lèvres et attendit que sa femme en prenne une gorgée. Il prit une gorgée avec appétit puis posa le verre sur la table. Je ne sais pas, j'ai changé d'avis, dit-il. Soudain, tu es déjà ivre, demande Sylvia, qui ne comprend pas. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as changé d'avis sur la boisson et non sur la mort » répondit Eugenio d'une voix moqueuse et cruelle. Sylvia s'arrête immédiatement et lance un regard noir à son mari. Elle l'attaqua en un instant, la jeune fille commença à le frapper à la tête, à lui tirer les cheveux. Eugenio rit, bien que cela lui fasse mal, mais il est pris d'un fou rire hystérique.
Tout cela a été interrompu par la police, qui observait la scène depuis la fenêtre. Lorsque Sylvia a vu les policiers, elle a commencé à crier qu'elle devait aller à l'hôpital, que son mari l'avait empoisonnée, mais ils lui ont expliqué qu'ils ne l'emmèneraient dans aucun hôpital. Finalement, la femme a compris qu'il s'agissait de représailles au poste de police. Les enquêteurs ont dû travailler dur, d'abord pour calmer Sylvia, puis pour la faire avouer. Elle ne voulait pas admettre ce qu'elle avait fait, ils ont même dû organiser une parade de reconnaissance lorsque Sylvia a découvert que ses deux complices avaient également avoué, il n'y avait pas d'issue. Elle a empoisonné Eva avec une boisson qu'il lui avait donnée, soi-disant pour soigner sa gueule de bois. Les médecins se sont ensuite chargés du reste. Anton a modifié les résultats des tests pour cacher les traces de poison sur le corps de la jeune fille. Renato a échoué, il doit maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Alors qu'on emmène Sylvia, Eugenio peut enfin respirer, l'histoire semble toucher à sa fin. Il ne lui reste plus qu'à aider sa fille à se rétablir et à remercier ses sauveurs. Le matin, Eugenio arrive à l'hôpital avant même le début des visites, mais une exception a été faite pour lui. Eva sourit autant qu'elle le peut dans son état. « Tu as appris ce qui arrive à ceux qui boivent de l'alcool douteux dans des fêtes inconnues », grogne Eugenio à l'adresse de sa fille. Eva rit, « Je sais ce qui m'est arrivé, m'ont déjà dit 3 infirmiers et un infirmier. Dis-moi, qui était le garçon qui me regardait hier par la fenêtre ?» Eugenio lui explique qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, il lui dit que ce jeune homme l'a sauvé. Eva répond qu'elle n'a pas peur et qu'elle aimerait le rencontrer. Eugenio organise une rencontre pour elle aussi. Sa fille rappelle à Eugenio qu'il ne faut pas hésiter à s'excuser auprès de ses amis, qui ont déjà coupé les ponts avec elle. Tous disaient que son père leur avait fait peur et qu'il avait même fermé le restaurant. Eugenio avait déjà oublié son désir initial de procéder à une exécution publique de tous ceux qu'il jugeait responsables de ce qui était arrivé à Eva. Il s'est excusé, tant auprès des enfants que du propriétaire du restaurant qui avait eu des problèmes. D'importants investissements supplémentaires ont été nécessaires pour rétablir la réputation de l'établissement. Lorsqu'Eva est sortie de l'hôpital 2 semaines plus tard, Eugenio a organisé une véritable fête en son honneur, réunissant tous ses amis. Parmi les invités, il y avait bien sûr Chalo et Antonio. Eugenio n'avait pas organisé une telle réunion avec autant d'amis et de collaborateurs sans raison. Il voulait faire une annonce importante. Gonzalo s'est même serré le cœur en entendant parler de la récompense que lui et son fils recevraient pour avoir sauvé la jeune fille. Eugenio a transféré une grande partie de ses affaires au chirurgien, l'assurant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter parce que des personnes expérimentées seraient en charge, et qu'elles seraient désormais sous la supervision de Chalo. Eugenio était toujours là, prêt à aider. Antonio a passé toute la soirée à discuter avec Eva, et ils sont devenus amis. « Pourquoi nous as-tu fait un tel cadeau ?» dit humblement et timidement Chalo. « Je n'y connais rien, mais j'aime mon travail, aussi louche qu'il puisse paraître. J'ai besoin d'un gendre financièrement sûr, dit-il en faisant un clin d'œil à Eugenio et en signalant à ses enfants qu'il ne pouvait plus se passer d'Eva. Elle a même oublié tous ses amis. Toute la nuit avec ton Antonio, dit-elle, crois-moi, c'est comme ça que se forment les relations les plus fortes. Si tu aimes découper les corps, pas de problème, tu peux continuer à faire ton travail, et quand le jeune homme sera plus âgé, tu pourras lui transmettre l'affaire. Gonzalo ne sait pas comment réagir à cette proposition, mais il se rend compte que refuser un tel cadeau du destin serait stupide. Cette histoire et la rencontre avec Eva ont eu une influence positive sur Antonio. Comme Eugenio l'avait promis, il le transféra dans une autre école. Le garçon étudie désormais dans une institution d'élite, dans la même classe qu'Eva, qui n'a qu'une année d'écart avec lui. À la fin de ses études, Antonio est facilement admis à la faculté d'économie. Il excelle dans ses études et se met au sport. Il étudie l'économie afin de pouvoir gérer l'entreprise que Chalo lui a effectivement transmise. Chalo ne voulait pas se séparer de son travail bien-aimé. Lorsqu'Antonio a eu 18 ans, il s'est marié avec Eva. Leurs 2 parents les ont soutenus, malgré leur jeune âge. Personne n'a douté de la sincérité des sentiments du couple. L'histoire de leur rencontre est incroyablement romantique, une histoire dont on peut être fier. Et une belle histoire à partager avec leurs futurs enfants. Mais c'est tout pour l'instant. Ils se sont simplement aimés et ont profité de leur vie heureuse, pendant que Sylvia et le médecin purgeaient leur peine en prison. Renato a été condamné à une peine avec sursis, Eugenio lui a pardonné et l'a remercié pour son aide dans l'arrestation du coupable.